Il est bien vrai qu'Hélène Feller avait été élevée pour être riche. Elle se rappelait de son enfance, les bras troués, le froid aux pieds, les assiettes de charcuterie qu'elle abominait, les stations sous les portes cochères pendant les déménagements, et le visage allongé de sa mère dans les soirées d'hiver. Elle se rappelait sa mère chantant ou grondant, agitée ou brisée, tourmentée, tourmentante. Une fois, elles étaient toutes deux en voyage. Où cela? Quand cela? Hélène ne le savait plus. Ce qu'elle savait, c'est qu'elle était petite alors. C'était la nuit. Sa mère, l'ayant tournée contre la ruelle, lui avait dit impérieusement: Dors. Puis la pauvre dame avait ôté sa chemise et l'avait lavée dans la cuvette. Hélène s'amusait beaucoup de sa maman entortillée d'un châle sur la peau et savonnant. Mais plus tard, quand elle découvrit que sa mère avait fait cela parce qu'elle était pauvre, elle fut saisie d'effroi. Elle était dès sa petite enfance une affectueuse et délicate créature. Elle s'attendrissait sur toutes les souffrances qu'elle pouvait comprendre. Elle donnait aux petits pauvres des bonbons et des chiffons de poupées. Elle eut en cage un moineau qu'elle bourrait de sucre et qui périt écrasé contre une porte. Ce moineau lui procura des trésors de joie et de douleur. Praxo éleva un tombeau à sa cigale, par qui elle connut qu'on meurt. Ainsi, le poète de l'anthologie fait parler l'enfant ionienne. Hélène ressentit à la mort de son moineau une sorte d'effarement qui lui resta pendant toute une saison. Sa mère, fanée par la misère, et sans cesse agitée par la jalousie que lui donnait un mari beau parleur, noctambule et avide d'argent de poche, n'avait pas cette quiétude, cette paix du cœur, cette présence assidue d'un esprit vigilant qu'il faut aux mères pour développer avec adresse et bonheur les petites âmes obscures qu'elles ont mises au monde. Hélène, embrassée ou fessée, sans savoir pourquoi, renonçait renonçait à distinguer ses bonnes actions de ses mauvaises et s'engourdissait. Cet enfant me fera mourir, s'écriait tout à coup Madame Feller. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'ait donné un monstre pareil. Puis, c'était des vociférations, des sanglots, des poings crispés, des portes claquant avec fracas les chambranles. La pauvre petite, haletante et le cœur gros, se coulait sans bruit dans sa couchette et s'endormait avec des larmes sur les joues. Le lendemain matin, elle se réveillait sous une musique de baisers, de douces paroles, de jolies cantilènes que lui versait sa maman, toutes éclaircies depuis la veille par quelque tardive attention de M. Feller. Quant à son papa, Hélène le trouvait très beau, très bon, très grand. Ses épais favoris et ses gilets blancs lui semblaient miraculeux. M. Feller était un dieu pour sa fille, mais à la manière des dieux, il se montrait rarement. Absent tout le jour, il rentrait tard. Il est vrai qu'après certains mécomptes éprouvés au dehors, il avait des poussées d'assiduité domestique. Il promenait sa Lily au jardin des plantes, la menait en voiture, la conduisait dans les cafés où on lui servait de l'eau sucrée et même des sirops. De plus, elle trempait le bout de sa langue dans le verre de son papa et faisait une grimace au goût amer de la boisson verte. C'était délicieux, mais c'était rare, et le dieu s'évanouissait. Madame Feller n'en devenait ni moins maussade, ni moins irritable, certes. Hélène, près d'elle, dans sa petite chaise, songeait à son papa avec de grands élancements d'amour, et le fantôme du merveilleux gilet blanc apparaissait à ses yeux éblouis. Mais elle était paresseuse et se plaisait à ne rien faire. C'était d'ailleurs ce qui lui réussissait le mieux. Madame Feller ne prenait pas garde aux flâneries silencieuses de sa fille, et il suffisait au contraire d'une traînée de rire enfantin
pour la faire éclater en reproches. Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je viens de vous lire à l'instant un extrait d'un texte écrit par Anatole France, Jocaste. Et c'est quoi l'histoire de Jocaste? Avant de vous parler un peu plus longuement d'Anatole France, mais ce sera une vidéo en 2 parties. Parce qu'il y a des aspects qui m'intéressent beaucoup dans la démarche littéraire et intellectuelle d'Anatole France. Ça va être la conclusion de cette vidéo-là. Donc, Jocaste, c'est quoi l'histoire de Jocaste? Eh bien, c'est une jeune femme qui est mal mariée, qui a été mal mariée par son père à un homme riche. Elle vit dans un hôtel somptueux et elle est témoin de l'assassinat de son époux par un domestique. Alors, elle lit dans le journal une note qu'elle interprète de manière accusatrice et elle se sent coupable. Elle se sent coupable par association, elle se sent coupable par le silence. Et sa culpabilité est doublée du fait qu'elle est amoureuse. Elle était amoureuse, elle est encore amoureuse d'un médecin militaire. Au terme d'une vie triste et malheureuse, on la retrouve pendue dans une douche. Et le titre de Jocaste, c'est tiré d'un vers de Sophocle, où Jocaste est malheureuse avec son époux. Alors, ce livre d'Anatole France, c'est le 40e de la collection Nelson, et il a été publié, la première édition de Jocaste, c'est une nouvelle qu'on retrouve dans le même recueil, Le Chat Maigre, a été publiée en 1879. Et donc, je vous disais que c'était le 40e de cette collection-là. Alors, je vais vous parler d'Anatole France. Et quand on lit, de toute façon, toutes les informations que je vous livre, ce sont des informations comme tout un chacun que j'ai lu dans cette encyclopédie, peu importe ce qu'on sait, et peu importe le sujet, on l'a appris de quelqu'un. Alors, mes sources sont Wikipédia. Il est arrivé, vous avez pu vous en parler, j'ai noté des petites erreurs ici et là, qui peuvent être répétées sans arrêt, mais sur le fond de l'affaire, je pense que Wikipédia est assez vigilant quant à la mise en ligne de ses articles. Anatole France est né en 1844 et mort en 1924. Il a été l'un des plus prestigieux célèbres de la Troisième République et il a remporté le Nobel en 1921 et en 1896, il a été fait académicien et il a occupé le fauteuil 38. Alors pour ma future série sur les académiciens, on retiendra qu'Anatole France a occupé, il a dû être le 16e peut-être à occuper le fauteuil numéro 36. Bon, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a beaucoup intéressé. Bonjour. Salut. Ça va? Très bien, toi? Oui, merci. Je dans le coin, je vais arrêter. Je te laisse regarder pendant que je finis ma vidéo si ça ne te gêne pas. Pas de problème, désolé de l'interruption. Non, pas de problème. Donc, ce que je vous disais, c'est que le père d'Anatole France a été libraire. Et ça, pour moi, c'est du plus grand intérêt. Il a été libraire. Sa librairie s'appelait Librairie Quai Malaquais. Et puis, elle s'est appelée France. Il était spécialisé dans les ouvrages concernant la Révolution française. Et les frères Goncourt fréquentaient son échoppe. On dit qu'il a été élevé dans une bibliothèque. Alors, c'est le laboratoire intellectuel d'Anatole France, c'est la bibliothèque paternelle. À 16 ans, il refuse cependant de prendre la relève du métier de son père. Il écrit ses premiers textes que son père juge durement. Il devient un disciple de Lecomte de Lille, fait partie du groupe Parnasse, les Parnassiens, on l'a vu ailleurs.
dont il retrouvait Catulle Mendès, Sully Prudhomme, qui a remporté le premier prix Nobel en 1901, Copé et Villiers de l'Isle-Adam. Premier mariage, un mariage raté, chicanier, difficile, conflictuel. En parallèle, il a des amours tumultueuses, des liaisons diverses, dont l'une de ses amoureuses finira par se suicider. Il écrit entre-temps le Lys rouge et il devient en 1887 critique littéraire au Temps. C'est un journal d'inspiration libérale, centre-gauche, qui soutenait d'une certaine manière la monarchie de Juillet, la monarchie constitutionnelle de Juillet, où le roi, le monarque, avait renoncé à son de droit divin, qui avait renoncé à ses prérogatives de droit divin. Donc, en 1896, il occupe le fauteuil 38 et il en profite, il s'implique politiquement, il soutient la cause des Arméniens, se réconcilie avec Zola, soutient la cause de Dreyfus et il rejoint, quelque temps plus tard, le journal Figaro, qui, lui, comme vous le savez, est un journal conservateur catholique, mais pro-Dreyfusard. Marcel Proust l'a peint sous les traits de Bergotte. C'est un portrait composé à la fois d'Anatole France et de Paul Bourget dans La Recherche. Alors, c'est Bergotte qui apparaît dans La Recherche. Un peu plus tard, il remet sa Légion d'honneur pour soutenir son ami de Zola, à qui on a retiré la Légion. Il participe à la fondation de la Ligue des droits de l'homme. Il est proche de Jaurès et fait un discours pro-Parti socialiste français. En 1906, il fait une tournée en Amérique du Sud. En 14-18, il écrit des textes patriotiques enflammés qu'il regrettera plus tard. Et il dira « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels ». Alors il est contre, par la suite, le traité de Versailles, qu'il qualifie de paix injuste. Il se rapproche des communistes, mais rapidement s'en éloigne en jugeant que la révolution russe déjà produit des exactions, entre autres contre les socialistes révolutionnaires. En 1922, le Vatican condamne l'ensemble de son œuvre et il meurt en 1924. Ce qu'on peut y lire aussi, c'est qu'en l'an 2000, sa tombe, qui est au cimetière de Neuilly, est abandonnée et c'est suite à la vigilance d'un citoyen qu'on se met à la fleurir à nouveau, qu'on se met à s'en occuper, pour dire à quel point Anatole France est tombé dans l'oubli. On se rappellera les mots terribles qu'avait écrit Breton à la suite de son mort. Il disait qu'il fallait gifler le cadavre. Alors, la deuxième partie de cette vidéo que je ferai demain, j'essaierai d'aller chercher de l'information sur sa bibliothèque. C'est un bibliophile, ça me paraît très important. C'est un bibliophile qui a grandi dans une bibliothèque. Et de voir toutes les réactions d'agressivité qu'il a subies post-mortem, on peut y voir en filigrane toutes les méandres d'une évolution, d'une pensée politique. Hein. Il a été proche d'une certaine monarchie, s'est rapproché des communistes. Alors quand on analyse le parcours de n'importe quel intellectuel qui est obligé de réfléchir concrètement à partir des situations, et les situations bougent sans arrêt. Peut-être, je vais conclure là-dessus, par cette détestation dont il était l'objet par André Breton, dis-je. Eh bien, André Breton, quant à lui, est resté parfaitement inflexible quant à ses convictions. Il a refusé le statut d'homme de lettres, avec les honneurs qui sont impartis, fauteuil de l'Académie, prix Nobel. André Breton a même considéré que de se retrouver dans des anthologies littéraires était une forme de déchéance, c'est-à-dire qu'il était entré dans l'histoire figée.
Et pour quelqu'un qui voulait vraiment la révolution, finir dans une anthologie, on ne pouvait trouver pire échec. Alors, demain, je poursuis. Alors, vous connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner aux vidéos de mon épouse, Fabienne Rock, qui prend beaucoup de plaisir à les faire. Moi, je prends également beaucoup de plaisir à faire les miennes. Donc, je vous invite à vous abonner aussi à ma chaîne et à nous rendre visite à la librairie, à l'atelier librairie Le Libre Voyageur, dans le quartier Villeray à Montréal. Vous pouvez nous joindre 514-736-0999. Merci et bonne journée à tous et à demain pour la suite.